Donc, nous allons parler des aspects radiologiques des encéphalites aigus. Alors, je ne vais pas être aussi exhaustif que Madame Amenzoui, parce que j'ai essayé de rentrer dans les 20 minutes, bon, même si je vais les dépasser un petit peu. Mais bon, alors la définition de l'encéphalite aiguë a été très bien définie par le professeur Amenzoui. C'est une inflammation aiguë du parenchyme cérébral entraînant un dysfonctionnement neurologique. C'est une détresse neurologique qui engage le pronostic vital et fonctionnel de l'enfant. La symptomatologie est d'installation brutale, évoluant sur moins de 4 semaines en général. C'est ce que j'ai trouvé pour les définitions. Alors, le rôle stratégique de l'imagerie, donc au vif du sujet. Quel est son rôle, l'imagerie? C'est d'affirmer l'atteinte parenchymateuse, poser le diagnostic positif d'encéphalite lorsque la clinique est douteuse, écarter les urgences chirurgicales, parce que c'est ça le but principal, c'est écarter l'urgence dans le sens où éliminer un processus expansif abcès-tumeur ou éliminer une hypertension intracrânienne avant la ponction lombaire. Guider l'enquête étiologique grâce à la distribution topographique des lésions, qui est souvent la clé pour identifier le virus ou le mécanisme en cause, évaluer le pronostic en suivant l'extension des lésions, détectant les complications, notamment les hémorragies ou l'ischémie, estimer les séquelles à distance. Donc les causes sont multiples, comme ça a été dit, les causes infectieuses qui sont les plus fréquentes, de loin les plus fréquentes, de loin les plus graves, de loin les plus urgentes à traiter, notamment l'herpès simplex virus, les entérovirus, les grippes, les causes immunomédiées qui sont en pleine explosion de diagnostic, les encéphalomyélites aigus disséminés, les encéphalites auto-immunes, principalement à anticorps anti-NMDAR et MOGAD, et dans plus de la moitié des cas, malheureusement, malgré un bilan exhaustif, près de 50% des encéphalites restent sans cause identifiée. Alors, concernant les moyens d'imagerie, on a vu tout à l'heure, c'était le scanner cérébral et l'IRM cérébral. Alors, le scanner cérébral garde une indication dans l'urgence. Donc, quand on est dans un contexte d'urgence, c'est quand l'IRM n'est pas accessible en urgence. Parce que l'idéal, comme a été dit, c'est toujours de réaliser une IRM. Et ce scanner cérébral permettra du moins d'éliminer une contre-indication à la ponction lombaire qui va être réalisée de façon systématique. Et on va rechercher sur le scanner cérébral des signes d'hypertension intracrânienne majeure, un effet de masse ou des signes d'engagement cérébraux, des processus expansifs, comme des abcès, des tumeurs ou des hématomes. Et ça reste un examen qui est de réalisation rapide, de grande accessibilité et ne nécessite généralement pas de sédation. Certaines limites au scanner. Alors, il faut savoir que dans le cadre de l'encéphalite, il est normal dans plus de la moitié des cas au stade initial de l'encéphalite. On trouve un scanner normal, ça ne nous oriente pas vers un ou des diagnostics, mais ça permettra de faire quand même la ponction lombaire. Les anomalies scanographiques apparaîtront souvent plusieurs jours après le premier symptôme clinique. Et nous sommes, en scanner cérébral, nous sommes limités par les artefacts techniques. L'analyse est très difficile de la fosse cérébrale postérieure en raison des artefacts osseux, des structures osseuses adjacentes. Donc on peut avoir un tronc cérébral hétérogène sans nécessairement qu'il y ait d'anomalie de tronc cérébral. Donc un scanner cérébral normal n'élimine jamais une encéphalite aiguë. L'imagerie par résonance magnétique, elle a une excellente résolution spatiale et en contraste. Elle détecte les modifications inflammatoires et cellulaires dès les premières heures de la maladie. Dès les premières heures de la maladie, ça veut dire que même l'IRM vraiment au stade hyper aigu de la symptomatologie clinique, elle peut être normale. Donc elle permet de différencier l'atteinte du cortex de la substance blanche ou des noyaux gris centraux. Elle permet de confirmer le diagnostic positif et dans certains cas, en espérant de plus en plus, d'orienter le clinicien vers le diagnostic étiologique. Donc le protocole IRM, il nécessite la réalisation de plusieurs séquences, dont des séquences de base et des séquences qu'on peut rajouter en plus, soit par rapport à l'indication, soit par rapport à l'image qu'on va voir durant l'exploration. Donc les séquences de base, voilà. Alors, les séquences de base, c'est les séquences qui sont en haut. Donc, c'est la séquence T1, la séquence T2, la séquence flair, la séquence T2 écho de gradient et la séquence de diffusion. Donc, l'intérêt de chaque séquence, ça va être difficile de les expliquer, mais grosso modo, la séquence T1, c'est une séquence anatomique.
Elle permet de reprendre tous les éléments qu'on connaît anatomiquement. Les séquences les plus sensibles, c'est la séquence FLAIR, la séquence T2, à toute anomalie de signal. Donc, nous, quand on veut explorer ou quand on veut analyser, on commence toujours par voir la séquence FLAIR. S'il y a une anomalie de signal de la séquence FLAIR, on va voir la corollaire de son aspect sur les différentes autres séquences. Une autre séquence très importante, c'est la séquence de diffusion, qui est très importante, d'autant que l'enfant est plus petit, parce que la myélinisation de la substance blanche durant les 2 ou les 3 premières années de vie fait que la séquence FLAIR n'est pas aussi performante avant 3 ans qu'après 3 ans, et elle est supplantée par la séquence de diffusion. Donc, on peut être amené à injecter le produit de contraste, à faire des séquences T1 après injection. L'injection de produit de contraste se fait toujours sur la séquence T1. Le produit de contraste, c'est le gadolinium. On peut être amené aussi à réaliser des séquences angiographiques artérielles, ici veineuses et artérielles, pour voir l'arborisation artérielle, notamment dans certaines pathologies, comme le moya-moya, quand on suspecte certaines pathologies. La spectroscopie, alors... la spectroscopie n'est pas une séquence de routine, parce que dans beaucoup de bons examens, on retrouve IRM avec séquence spectroscopique. La séquence spectroscopie est réalisée dans certaines indications. C'est une séquence, il faut savoir, qui dure 15 minutes à elle seule. D'accord ? Donc, elle est réalisée dans certaines indications. Ne vous en faites pas. Quand nous, on juge que la spectroscopie est nécessaire, on la réalise. Quand elle n'est pas nécessaire, on ne la réalise pas, parce que vraiment, ça nous prend... C'est comme si on devait rajouter un malade de plus. D'accord ? Donc, la séquence spectroscopique, c'est une séquence qui nous permet d'étudier l'aspect métabolique d'une certaine zone du parenchyme, pas tout le parenchyme cérébral. Donc, on doit avoir une anomalie de signal avant d'analyser cette anomalie de signal, d'analyser les métabolites de cette anomalie de signal. Donc, il y a une nouvelle séquence, c'est la séquence ASL. En fait, c'est une séquence de perfusion, mais sans injection du produit de contraste, notamment pour les patients en insuffisance rénale chronique où le produit est contre-indiqué. Et il y a une séquence, on peut rajouter, alors, effectivement, quand l'aspect IRM le nécessite, on peut rajouter des séquences médulaires, même quand ce n'est pas demandé. Des séquences médulaires après injection du produit de contraste. Donc, certaines contraintes à l'IRM, c'est la nécessité fréquente de sédation ou d'anesthésie générale chez le nourrisson et le jeune enfant, et le piège de la myélinisation. Ça, c'est quelque chose de très important. Avant 2 ans, après 2 ans, on réfléchit autrement, on analyse l'IRM de façon différente. Donc, parce que le signal de la substance blanche, il va varier selon l'âge. Et puis, pour interpréter les hypersignaux ou les anomalies du signal en T2 et FLAIR en fonction du degré théorique de myélinisation du cerveau. Alors, nous avons des tableaux de myélinisation du cerveau, et on réfléchit. Avant 2 ans, c'est plus difficile. C'est pour ça que quand on a des anomalies de signal, soit on arrive à les interpréter et à vous orienter, soit on vous dit à recontrôler après, surtout quand ce n'est pas dans un stade aigu, bien sûr. Et nous allons commencer par les encéphalites infectieuses, parmi les causes les plus fréquentes de ces encéphalites. Par un cas, ici c'est un enfant de 10 ans qui s'est présenté pour un trouble de conscience d'installation brutale dans un contexte fébrile avec convulsion. Donc l'examen le plus performant qui va pouvoir répondre aux questions du clinicien, ça va être l'IRM cérébral. Alors l'IRM cérébral, elle montre sur la séquence ici T2, ici T2 FLAIR, sur la séquence de diffusion, et une séquence ici après injection de gadolinium, on voit qu'il y a un hypersignal, qu'il y a un épaississement cortical temporal droit en hypersignal T2 et FLAIR, associé à un hypersignal aussi en frontal parasagittal, un hypersignal insulaire. Ces hypersignaux sont en hypersignal diffusion, ça veut dire qu'il y a une restriction de diffusion, ça témoigne de l'activité des lésions, non rehaussée après injection du produit de contraste. Donc cet aspect-là, cette topographie-là est fortement orientatrice d'une encéphalite à herpès simplex virus, d'une encéphalite herpétique, qui a été confirmée ici, en l'occurrence, par la PCR.
Donc l'encéphalite herpétique, sans reprendre tout ce qui a été dit, est un processus aigu inflammatoire qui affecte le parenchyme cérébral dû à l'herpès simplex virus 1. Il est le plus souvent associé à une atteinte méningée. L'atteinte, elle va être unilatérale au début, mais elle peut s'étendre en bilatéral si le traitement n'est pas instauré de façon urgente. Donc la PCR herpès, elle permet de confirmer le diagnostic, mais elle n'est pas nécessaire en urgence. Donc l'encéphalite herpétique, elle passe par plusieurs stades de la pathologie en fonction du temps d'instauration du traitement. Il faut l'instaurer de la façon la plus urgente possible. On ne le répétera jamais assez. Donc l'atteinte au début, elle est unilatérale, elle est temporale, en hypersignal avec un hypersignal diffusion. Après, à la phase d'état, il y a une extension des lésions, l'épaississement cortical, l'œdème qui va augmenter effectivement. On peut avoir un effet de masse, on peut avoir des engagements et on peut avoir l'atteinte contralatérale. Donc après, on peut avoir aussi des complications, surtout l'aggravation de l'œdème, les engagements cérébraux et quelques PTJ hémorragiques au sein des lésions qui témoignent de la présence de sang au niveau des lésions. C'est de la nécrose hémorragique. Donc après, quand le traitement est instauré à ces phases-là, ça veut dire un peu plus tardive. Malheureusement, ce parenchyme-là, il est détruit parce qu'on a une atteinte de la substance grise. Qui dit atteinte de la substance grise, ça veut dire destruction neuronale. Donc, il n'y a plus possibilité de reconstruction. Donc, on aura malheureusement des cavités, des cavités porencéphaliques, de la nécrose. Et c'est une destruction parenchymateuse avec de la gliose qui va être remplacée par du LCR. Alors, une entité particulière de l'herpès, mais surtout l'apanage du nouveau-né, c'est l'herpès simplex virus 2. Il est dû à une contamination périnatale lors de l'accouchement. C'est un tableau qui est très grave, là aussi, systémique, entre J5 et J11 de vie, avec convulsions, sepsis. Et la différence majeure avec le herpès simplex virus 1, c'est vraiment l'absence de tropisme limbique exclusif. Donc, on aura des patients qui auront des atteintes ici, comme chez ce patient, chez ce nouveau-né, ici en séquence diffusion, en séquence T2 et en séquence après injection, on aura une atteinte ubiquitaire, bilatérale, corticale, cortico-sous-corticale. L'atteinte des noyaux gris centraux, sans prédominance, mais elle est diffuse et elle est en hypersignal T2 avec un rehaussement méningé adjacent. Donc ça doit faire penser à l'herpès simplex virus 2 et entamer toutes les investigations nécessaires pour le confirmer et le traiter. Donc les encéphalites à entérovirus, elles sont souvent associées, elles sont beaucoup plus rares toutes les autres encéphalites, mais la topographie lésionnelle IRM est assez caractéristique. C'est ça l'intérêt en fait de les citer. Donc souvent associées à un syndrome pied-main-bouche ou à des épidémies estivales. Donc on a cliniquement des signes de rhombencéphalite, notamment des myoclonies, des tremblements, des instabilités cardio-respiratoires, parce que le virus cible directement les structures nerveuses centrales régulatrices des fonctions vitales. Donc, à l'IRM, on aura une atteinte prédominante du tronc cérébral et du cervelet. Ici, sur ces images, on a des atteintes prédominantes au niveau du tronc cérébral. Tout au long du tronc cérébral, on aura des hypersignaux T2, donc en postérieur, qui sont bilatérales, donc qui sont centrales en fait, et qui s'étendent tout le long du tronc cérébral. C'est très subtil. Et d'où vraiment l'intérêt de nous expliquer sur le banc d'examen le type d'encéphalite que vous avez. C'est important. Quand on a une rhomboencéphalite, quand on a des encéphalites qui sont des signes de focalisation, il faudra nous les citer le banc d'examen pour qu'on puisse nous s'attarder sur les zones d'intérêt. Et ici, c'était le tronc cérébral et c'est très subtil. C'est un hypersignal T2 qui est très léger au niveau des parties postérieures. Donc l'encéphalite à virus influenzé, la grippe, elle est souvent due à une tempête cytokinique systémique, comme a dit le professeur Amezui, c'est vraiment la pathologie post-infectieuse qui n'est pas des immunités, ce n'est ni l'ADEME, ni l'auto-immunité, effectivement. On rentre dans ce cadre, effectivement-là. Elle est caractérisée, c'est parmi les virus qui donnent l'encéphalite nécrosante aiguë. La clinique, elle est foudroyante, coma, crise convulsive rétractaire, quelques jours après un syndrome grippal. Donc cette encéphalite nécrosante, comme l'a bien décrit le professeur Amezui, c'est ces images-là.
Donc je ne dis plus rien. Sur la séquence diffusion, on a un hypersignal diffusion périphérique avec une nécrose centrale. Donc un hypersignal au niveau des deux thalamies de façon bilatérale et symétrique. Sur la séquence T2 écho de gradient, qu'on a dit qu'elle elle est sensible au sang et aux calcifications, on a des stigmates, des vides de signaux en rapport avec des stigmates hémorragiques et on a une petite prise de contraste périphérique. Ça, c'est typique d'encéphalite nécrosante et il faut chercher l'atteinte virale, notamment l'atteinte grippale. Donc, en synthèse, les lobes temporaux, quand on a une atteinte des lobes temporaux internes plus l'insula, il faut penser en priorité à l'herpès simplex virus. Tronc cérébral et noyau dentelé, pensez en priorité à l'entérovirus. Thalamies bilatéraux et symétriques, pensez à l'influenzé, aux encéphalites nécrosantes. Et quand on a une atteinte cérébrale destructive diffuse, pensez en priorité à l'HSV2 chez le nouveau-né. Donc on passe à un autre cas clinique, c'est un patient de 10 ans qui se présente pour crise convulsive répétitive depuis une semaine, avec des sensations fébriles, pas vraiment de troubles de conscience. Donc l'IRM cérébral a été réalisé. Ce qu'elle trouve, en fait, elle trouve des anomalies de signal en plage de la substance blanche qui sont extensives en occipital, ici en occipital, qui ne sont pas restrictives en diffusion, il n'y a pas de restriction de la diffusion, en hyposignal T1, en hypersignal flair, et surtout, après injection du produit de contraste, on a ces rehaussements annulaires, ici, multiples rehaussements annulaires au sein de ces plages. Donc c'était des plages d'œdème entourant ces anomalies de signal qui correspondent en fait à des collections abcédées, à des micro-abcès. Micro-abcès ici en occipital, bilatéral et aussi en frontal, contralatéral en frontal gauche, avec une prise de contraste ménagée adjacente. Donc qu'est-ce que ça évoque pour vous ? On est orienté plutôt vers une pathologie infectieuse bactérienne, oui. Alors, c'est des abcès, c'est carrément des abcès. C'est des abcès, soit des abcès tuberculeux, soit des abcès apiogènes. Alors, en général, les abcès apiogènes, c'est un seul abcès, c'est un seul gros abcès intracérébral, alors que les abcès tuberculeux, ce sont eux qui donnent cette atteinte qui est multifocale, avec un important œdème périlésionnel. Donc, ce patient a eu une PL qui a été en faveur d'une tuberculose. C'était des tuberculomes avec des abcès tuberculeux. Donc la tuberculose, c'est une affection hétérogène dans sa présentation clinique et radiologique. Elle est due à la dissémination hématogène du BK qui peut donner soit une méningite, aspect de méningite basilaire qui est caractéristique mais qui n'est pas pathognomonique, les tuberculomes et les abcès comme nous avons vu, et on peut avoir des aspects d'encéphalite, c'est-à-dire une atteinte encéphalitique en plage de la substance blanche et de la substance grise. Donc nous passons à un autre chapitre. Nous avons vu les encéphalites infectieuses. Nous passons aux encéphalites post-infectieuses, l'encéphalite post-infectieuse par excellence. Et à travers ce cas, une fillette de 5 ans sans antécédent pathologique particulier, qui a fait une hépatite A qui a été traitée, qui revient 3 semaines après avec des paresthésies faciales gauches, des troubles visuels d'installation brutale associés à des céphalées et des vertiges, sans fièvre et avec une baisse de l'acuité visuelle et un œdème papillaire stade 2. Un scanner a été réalisé en urgence qui a montré, en fait, ça on ne voit pas très bien, mais on voit des hypodensités, notamment une hypodensité ici thalamique et des hypodensités cérébelleuses bilatérales. Avec injection du produit de contraste, ça veut dire qu'ils ne se sont pas rehaussés après injection du produit de contraste. Une IRM cérébrale a été réalisée quelques jours après en fonction des disponibilités. Donc on a trouvé sur la séquence, ici où nous avons réalisé différentes séquence T2, séquence flair, séquence après injection de gadolinium. Donc un hypersignal arrondi, entouré d'une plage en hypersignal. Donc on a la lésion qui est associée à l'œdème périlésionnel, un important œdème périlésionnel en cérébelleux bilatéral au niveau du noyau thalamique, qui sont en hypersignal T2 et flair et qui se rehaussent en périphérie de façon intense après injection du produit de contraste. Donc l'APL était normale.
Donc, avec ces aspects-là, donc on a évoqué le diagnostic le plus probable était l'encéphalomyélite aiguë disséminée. L'enfant a été mis sous corticoïdes avec une nette amélioration clinique et une IRM de contrôle a été préconisée 3 mois après. Cette IRM de contrôle, ici c'était l'IRM initiale. L'IRM de contrôle a montré effectivement une nette diminution de la taille des anomalies et une disparition carrément de la prise de contraste, donc il n'y avait plus d'inflammation, donc l'enfant était en bonne évolution. Alors l'évolution a été, le patient a été suivi pendant 2 à 3 ans après, c'est une fillette qu'on connaît et il n'a pas eu de récidive, donc c'était vraiment une ADEME. C'est une maladie démyélinisante aiguë immunomédiée du système nerveux central. Donc, elle survient typiquement chez le jeune enfant après un épisode infectieux, et généralement monophasique avec une bonne évolution clinique, une bonne réponse aux corticoïdes à forte dose. Donc là, on ne va pas reprendre les signes IRM. Donc, l'intérêt de l'IRM, en fait, l'intérêt du LCR, c'est surtout d'éliminer l'encéphalite infectieuse. Parce que nous, on a toujours le doute, on a peur de dire ADEME sans dire une encéphalite infectieuse toutefois ne peut être formellement éliminée parce qu'on a peur de... Et puis c'est médico-légal, donc on n'a pas le droit de ne pas citer, éliminer l'encéphalite infectieuse. Voilà. Donc l'atteinte, elle peut être, elle est majoritairement, comme on a dit, bilatérale, asymétrique au niveau de la substance blanche, avec des lésions sus et sous-tentorielles, comme les critères de Barkov. Je ne les ai pas mis, bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails de la radiologie. On peut avoir une atteinte thalamique qui est assez classique, d'ailleurs on l'avait chez notre patiente, et on peut même avoir une atteinte médulaire. Donc quand on a des signes de déficit d'atteinte médulaire, il faut compléter par l'IRM médulaire et on peut trouver une atteinte médulaire comme ici on trouve un hypersignal, un aspect de myélite qui est étendu. Alors les encéphalites dysimmunitaires ou les encéphalites auto-immunes, ils sont dus à la production d'auto-anticorps pathogènes dirigés contre les récepteurs synaptiques ou des protéines de la membrane neuronale. L'installation clinique est souvent un peu plus subaiguë que les causes virales. On a ici l'importance des signes neurologiques, surtout les troubles psychiatriques, les troubles du comportement. Donc, comme a dit Mme Mzoui tout à l'heure, donc quand on a des troubles psychiatriques, des troubles comportementaux de nouveau qui apparaissent récemment, il faut penser à une encéphalite et surtout les encéphalites auto-immunes.